Ce matin, on commence avec ça pour faire sa présentation. Donc, juste un rappel, il y a un écran devant et il y a deux autres écrans qui vont nous permettre certainement de voir également ceux qui sont vers là. Donc, Mariam, tu peux suivre à partir de là pour faire la présentation. OK, merci et bonne chance. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie vraiment de vouloir vraiment partager avec vous comment est-ce que le programme Hamzari a eu à travailler sur les questions de santé et de nutrition au niveau communautaire. Je dirais avant de commencer que le programme est vraiment axé sur la prévention de la malnutrition et on a aussi une approche communautaire et qui est intégré, qui intègre pratiquement tous les autres secteurs d'intervention du projet. Donc, avant le début de la mise en œuvre des activités, comme on l'a dit hier, dans la journée d'hier, il y a eu une période de raffinement où le programme a fait des consultations communautaires pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ces problèmes de santé et de nutrition au niveau de la zone d'intervention. Et comme vous le savez, Maradi, c'est une zone sensible avec toujours le taux de malnutrition pratiquement le plus élevé au niveau national. Donc, nous avons conduit ces études et pour ne pas trop vous encombrer avec les données secondaires sur lesquelles nous avons travaillé, nous allons vous donner d'abord Nous allons vous donner les contextes d'abord spécifiques de la zone d'intervention en ce qui concerne les questions de santé et de nutrition basées sur le changement de comportement. Donc, ce qu'on a découvert là-bas au niveau de la zone d'intervention au début, c'est que la communauté avait déjà connaissance. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont acquis des connaissances parce que il y avait eu des interventions antérieures avec les autres programmes de l'USAID, les autres programmes financés par les autres bailleurs. Il y avait aussi les projets, les ONG nationales qui ont intervenu à ce niveau. On a une forte présence surtout des groupements MMD aussi, qui sont fonctionnels, qu'on a trouvé très fonctionnels. Mais néanmoins, il y avait un très faible niveau d'adoption et d'application de ces bonnes pratiques. Il y avait les connaissances, il y avait un cadre fonctionnel qui n'était pas utilisé et il y avait un très faible niveau d'adoption et d'application en continu des bonnes pratiques en santé et en nutrition dans la zone. Il y avait aussi une perception assez négative et je dirais même très profonde par rapport aux normes sociales qui étaient vraiment basées d'abord sur l'accès aux services de santé, surtout pour les jeunes. Et il y avait aussi cette norme sociale sur la gouvernance alimentaire qui bloquait plus ou moins ou qui freinait l'adoption des bonnes pratiques ou la mise en application de ces bonnes pratiques au niveau communautaire. On a aussi remarqué qu'il y avait une très faible perception du risque, c'est-à-dire quel qu'en soit le niveau de connaissance, ils n'avaient pas la perception du risque par rapport à la non-application de cette pratique. Donc, tous les dangers, surtout aux dangers liés à la non-adoption des bonnes pratiques en santé et en nutrition. Et il y avait aussi un constat sur le déséquilibre entre les connaissances et les actions d'accompagnement pour une meilleure adoption et application des bonnes pratiques donc en santé et en nutrition. Donc, de manière spécifique, voilà ce qu'on a trouvé et qui nous a permis d'affiner davantage nos interventions, surtout sur la santé et la nutrition. Tu sais que ça marche? Et un autre défi aussi qu'on avait, c'est que il y avait une très faible couverture sanitaire dans la zone d'intervention, où lorsque nous avons conduit l'évaluation sur les capacités opérationnelles des formations sanitaires, où on a remarqué quand même que plus de 75% de la communauté
était à plus de 15 km des aires de santé. Ensuite, il y avait une très faible compréhension du lien entre le revenu et les questions alimentaires, c'est-à-dire nous avons ce défi pour dire que même si la personne a un niveau assez moyen en termes de revenus, ne faisait pas le lien avec l'alimentation. Donc, en termes de contexte, voilà le contexte dans lequel nous avons travaillé de manière spécifique pour répondre vraiment à toutes ces préoccupations liées à la santé et surtout à la nutrition au niveau de la zone d'intervention. Donc, en ce qui concerne les approches stratégiques, le programme s'est vraiment basé sur l'existant, c'est-à-dire qu'on a mis en valeur le potentiel local qui existe et qui était fonctionnel. Tout à l'heure, dans le contexte, je parlais de la présence des MMD qui étaient vraiment fonctionnels à un certain niveau, mais quand même, le programme a eu à travailler pour intégrer les questions de nutrition, n'est-ce pas, dans l'agenda initial des MMD. Donc, cette approche-là nous a permis quand même de stimuler, je dirais, comment on appelle ça, une stimulation du développement du système de production agricole durable et dans le respect de l'environnement. Donc, on a travaillé sur cet aspect vraiment pour essayer de voir à quel niveau est-ce que le programme pouvait travailler pour déclencher ou, je dirais, pour susciter cet éveil de conscience par rapport au système de production alimentaire de manière durable. Donc, nous avons aussi appliqué la prévention de la malnutrition chronique en agissant sur les 1000 premiers jours de l'enfant, où nous avons dit que nous allons agir sur ces 1000 jours pour essayer vraiment de lutter convenablement au niveau de toutes les fenêtres d'opportunité, n'est-ce pas, pour prévenir cette malnutrition chronique. En termes d'approche aussi, nous avons déclenché un système de transfert de compétences à temps. C'est-à-dire nous avons travaillé avec des dispositifs communautaires, mais on a mis en place ce système de transfert de compétences pour que les communautés, les partenaires communautaires avec lesquels nous travaillons puissent s'approprier vraiment ces stratégies. Et pas seulement que les communautaires, même certaines structures étatiques avec lesquelles nous avons travaillé, surtout le niveau opérationnel, le district sanitaire de Guidan-Rumji, les 17 centres de santé intégrés et les 64 cases de santé avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons aussi apporté un soutien quand même assez conséquent aux services techniques par rapport à la prise en compte des activités des fournisseurs locaux de services. Et nous sommes dans le mouvement de plaidoyer en termes d'inscription des activités de ces fournisseurs locaux dans les micro-plans des CSI, et si possible. Donc, nous sommes déjà dans ce processus-là, qui, normalement, va nous permettre de tendre vers la professionnalisation des acteurs communautaires. Donc, nous avons fait une évaluation à l'interne et à l'externe des partenaires communautaires, je dirais des fournisseurs locaux de services, qui sont nos partenaires communautaires que vous avez écoutés hier même, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces expertises locales puissent être utilisées par le système étatique et aussi pour que les autres partenaires de mise en œuvre puissent travailler aussi avec ces compétences locales. Et à ce niveau, je vais un peu remercier l'ANVD qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça et le développement communautaire et aussi la direction régionale de la santé publique pour vraiment arriver à la fin de ce processus qui sera matérialisé par la remise des attestations aux différentes expertises locales qui ont été identifiées au niveau de la zone d'intervention. Nous avons agi aussi sur des interventions qui sont purement locales pour essayer vraiment d'améliorer les questions de santé sexuelle et reproductive et surtout aussi au niveau des adolescentes, les adolescentes plutôt avec les espaces sûrs et les femmes en âge de procréer. Et pour cela, le programme a fait toute une analyse par rapport à quel est le moment opportun
ou quel est l'environnement, en tout cas favorable, qui va nous permettre de commencer déjà à aborder ce genre de thématique au niveau communautaire. Ensuite, il y a eu aussi tout un système d'autofinancement le processus avait commencé dès le début du projet parce qu'il y avait des leçons déjà tirées de certaines interventions antérieures qui nous ont permis de dire que si on veut la durabilité, on doit permettre à ces partenaires communautaires de pouvoir autofinancer leurs activités. C'est-à-dire qu'il y ait des partenaires, des ONG ou en tout cas d'autres programmes, qu'ils soient là ou pas, ils peuvent financer cela. Et nous avons les évidences aujourd'hui au niveau de Hamzari, où certains partenaires communautaires aujourd'hui sont en train d'autofinancer leurs activités en termes de déplacement, en termes d'acquis de matériel de travail, qui leur permet quand même d'avancer et de continuer à servir la communauté. Donc après ces approches vraiment basées sur le potentiel local, nous avons vraiment jugé pertinent de montrer à tout le monde comment nous avons intégré les questions de nutrition dans l'agenda initial des femmes MMD. MMD, Mata Massoudbara, je pense que beaucoup d'entre nous les connaissent beaucoup. C'est des femmes qui sont vraiment dans l'épargne, dans les crédits et qui vont même au-delà de toutes ces questions qui aujourd'hui sont plus ou moins connues même dans les questions politiques. Donc les MMD étaient la porte d'entrée pour le programme, surtout pour les questions de nutrition. Donc, on sait que pour changer la nutrition ou l'alimentation, en tout cas, même personnelle au niveau individuel, il y a un coût à payer par rapport à ça. Je sais que les années antérieures, nous avons beaucoup parlé des sensibilisations, des causeries éducatives. Il y avait plusieurs stratégies qui étaient mises en place par l'État, par le gouvernement, mais il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement, c'était quoi? C'était vraiment les ressources. Quand il n'y a pas de ressources, le changement ne suit pas. Excusez-moi. Donc, le programme a vraiment jugé utile d'intégrer, en tout cas la nutrition, excusez-moi, a jugé utile d'intégrer la nutrition dans les questions d'approche commune. Merci. Désolée vraiment. Donc pour les questions de nutrition au niveau des MMD, le programme n'a pas fait ça de manière, je dirais, spontanée, mais il y avait eu quand même des études et des évaluations qui étaient basées vraiment sur la déviance positive et qui nous a permis d'identifier qui va faire partie de ce dispositif communautaire qui va œuvrer pour les actions de prévention de la malnutrition au niveau communautaire. Donc, on a lancé cette évaluation basée sur la déviance positive pour identifier un certain nombre de membres des MMD qui vont porter cette casquette pour aller vraiment vers la prévention et les autres questions d'appui sur l'alimentation. Donc, on avait aussi choisi ces MMD pour être la porte d'entrée parce que elles avaient une très forte capacité de gestion et de planification. Elles avaient aussi ce fort pouvoir de mobilisation communautaire de par leurs activités initiales. Et cette implication, ou je dirais cette intégration de la nutrition au niveau de ces groupements a permis vraiment d'enregistrer des contributions conséquentes par rapport aux dépenses liées à l'alimentation, à la santé maternelle et infantile. Et il y avait aussi cet accès assez facile, donc à travers les MMD pour intégrer la cellule familiale ou je dirais le noyau familial au niveau communautaire. Et tout ça nous a permis vraiment d'assurer la sécurité alimentaire nutritionnelle durable, équitable et résiliente. Donc les MMD étaient vraiment une opportunité pour le programme pour essayer de lancer quand même toutes ces activités dont je viens de parler.
Et nous n'avons pas oublié les personnes influentes. Il y avait ce groupe d'influence, donc il y avait surtout les hommes, les leaders religieux, en tout cas les collectivités qui étaient aussi avec nous, les chefs coutumiers, d'où leur présence dans cette salle. Ils nous ont beaucoup appuyés par rapport, n'est-ce pas, à ces questions de normes sociales, à ces questions d'engagement communautaire. Donc nous avons aussi cette approche qu'on avait appliquée au niveau du programme Hamzari par rapport au bien-être des ménages. C'était cette approche multisectorielle basée sur les communications pour un changement social et de comportement. Donc à ce niveau, nous l'avons appliqué au niveau de la nutrition maternelle, où nous avons quand même couvert toutes les actions liées à la nutrition maternelle. La nutrition des adolescentes faisait aussi partie de ce gros paquet. On avait l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. On avait les questions d'hygiène avec le lavage des mains. Et il y avait quand même un thème assez transversal qui était le mariage précoce ou forcé des enfants. Et donc nous avons fait un lien direct avec la scolarisation de la jeune fille et même le maintien à l'école. Il y avait aussi l'utilisation de la latrine qui faisait partie vraiment de cette approche multisectorielle qui a été développée ou déroulée, je dirais, au niveau de la communauté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le programme avait la porte d'entrée avec les MMD, mais tout membre de MMD n'est pas forcément les femmes déviantes positives. Il y a eu une sélection à ce niveau où nous avons vraiment basé l'approche sur les femmes déviantes positives qui sont dans les groupements MMD, qui sont les plus performants, qui ont été formés et encadrés par le programme. Donc, nous avons aussi cette approche qui était basée sur l'engagement communautaire dont je viens d'en parler. Donc, ce qui nous a amené à mettre en place ou à redynamiser en tout cas les structures communautaires. Je l'ai dit que Hamzari s'est basé sur le potentiel local. Donc, nous avons fait certaines mises en place et nous avons surtout redynamisé en tout cas les structures communautaires qu'on a trouvées qui étaient multisectorielles ou des fois qui étaient thématiques, telles que les écoles de Marie, les foyers d'apprentissage nutritionnel, les réseaux des mères déviantes positives à travers ce qu'on appelle les care groups ou les groupes de soutien. Et on avait aussi ce cadre assez sécure des espaces sûrs qui est composé uniquement des adolescentes. Il y avait aussi l'engagement des hommes dans toutes les activités liées à la santé et à la nutrition, et même des points les plus sensibles par rapport au changement de comportement où nous avons quand même engagé massivement les hommes à travers les écoles de Marie et aussi à travers les interventions au niveau communautaire pour que la nutrition soit un thème transversal. Donc pas seulement que pour la composante santé maternelle, infantile et nutrition, mais même pour les questions de sécurité alimentaire liées à la nutrition. Et cette approche d'engagement communautaire nous a permis aussi de renforcer la cohésion sociale et l'implication et l'engagement des jeunes adolescents. Hier, on en parlait dans la première présentation dans l'après-midi. Il y avait l'implication, l'engagement des jeunes adolescents à travers la création des espaces d'échange et d'apprentissage, donc qui était quand même aussi un cadre sur lequel le programme a eu à travailler. Et tout ça nous a permis vraiment d'aller pour suivre au niveau proximité de l'état nutritionnel des enfants. Ça a permis aussi de dérouler la stratégie opérationnelle et durable en termes de collaboration avec les centres de santé, l'ancrage institutionnel de toutes ces structures communautaires qui étaient autour des formations sanitaires, surtout les CSI. Et on avait aussi, ça a permis aussi de mettre en place une stratégie basée sur l'alimentation à travers les démonstrations culinaires, les greniers nutritionnels, à travers les jardins nutritionnels exploités par les femmes. Il y avait aussi cette stratégie globale de changement de comportement
donc qui faisait aussi partie de cette approche d'engagement communautaire. Et toujours pour l'approche d'engagement communautaire, je vais un peu expliquer comment le programme a mis en place ces structures communautaires, comment est-ce que nous avons travaillé juste après la période de raffinement. Donc, d'abord, c'était l'identification des potentiels fournisseurs. Dès le départ, le programme Hamzari avait déjà les yeux sur les potentiels, en tout cas qui existent et qui sont fonctionnels, pour essayer de dérouler notre stratégie en santé et en nutrition. Ensuite, il y a eu un gros paquet de renforcement des capacités de ces volontaires qui était beaucoup plus démonstratif que théorique. Nous avons jugé utile de dire que pour les questions de santé et de nutrition, la démonstration reste la meilleure des pratiques pour essayer vraiment d'apporter ce changement au niveau communautaire. Pendant des années, nous avons formé, nous avons enfermé ces volontaires communautaires dans des salles. Nous les avons formés, mais ça ne reste pas. Donc, avec le programme, nous avons jugé utile qu'on va aller vers le démonstratif. C'est la démonstration des pratiques, n'est-ce pas, qui sont faites en termes de renforcement de capacité, quelle qu'en soit la thématique qui a été choisie. Et comme je l'ai dit au début, après avoir vraiment formé toute cette plateforme communautaire, nous avons commencé de manière progressive à faire le transfert de compétences donc aux partenaires communautaires. Depuis 2022, le programme a commencé de manière progressive à léguer certaines activités au niveau communautaire pour qu'on permette vraiment une meilleure appropriation de ces stratégies, donc avec les fournisseurs locaux de services et toujours avec la collaboration des services techniques qui étaient avec nous pour le suivi et l'encadrement et voir exactement quel est le contenu, n'est-ce pas, de ce qu'on est en train de faire avec les partenaires locaux. Ensuite, on a évalué à l'interne d'abord avec l'équipe suivi et évaluation pour voir est-ce que toutes ces formations qu'on est en train de faire, en tout cas tous ces renforcements de capacités démonstratives au niveau proximité, est-ce que réellement ils sont performants? D'abord, en l'interne, nous l'avons fait et ensuite, on a jugé utile après de faire une évaluation à l'externe pour évaluer le niveau de performance de ces plateformes communautaires ou je dirais de ces fournisseurs locaux de services avec lesquels nous travaillons tous les jours pour essayer de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont appris. Donc, il y a eu cette évaluation à l'externe qui a permis vraiment d'identifier, en tout cas, toutes ces expertises locales et avec lesquelles maintenant le programme est dans le processus de remise d'attestation par rapport comment on appelle ça, par rapport à la tendance vers la professionnalisation de ces expertises locales. Et pour cela, nous avons engagé pratiquement toutes les directions centrales du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé pour nous permettre vraiment d'accompagner. Et nous avons, je pense aussi, impliqué les projets de l'État, les systèmes des Nations Unies, surtout avec l'UNICEF, qui est très d'accord par rapport à vraiment le développement de la santé communautaire, pour aller maintenant, pour tendre vers la reconnaissance officielle de ces fournisseurs locaux et pouvoir leur remettre cette attestation qui va faire d'eux vraiment les véritables acteurs de changement au niveau de leur zone d'intervention. Et tout ça, le programme est en train de faire ça, c'est vraiment pour tendre vers la professionnalisation, des années et des années, des relais qui restent relais jusqu'à la fin de leur vie, des relais qui ont toujours le même paquet en termes de thématiques, n'arrivent pas à avancer, il n'y a pas cette dynamique de graduation au niveau de ces relais-là. Donc le programme a pris ça vraiment en compte pour essayer de faire bouger plus ou moins ces expertises locales de là où elles étaient en début de projet.
Ensuite, nous avons toute cette question liée à l'intégration. La nutrition, c'est un thème transversal aujourd'hui. Ce n'est pas un thème isolé où la santé, il reste vraiment des thèmes transversaux qui nous permettent vraiment d'assurer la résilience et la durabilité au niveau communautaire. Donc, et pour cela, le programme a plus ou moins greffé toutes ces questions de nutrition, que ce soit au niveau de l'agriculture sensible à la nutrition, que ce soit au niveau de la communication pour le changement de comportement, pour les questions d'hygiène, et tous les thèmes transversaux comme les jeunes, les questions du genre, les AGR, qui étaient très importantes par rapport à la mise en œuvre de ces activités de changement par rapport à l'alimentation. Et nous avons aussi les questions d'environnement. Hier, j'ai bien aimé la question sur l'environnement, mais le programme a mis ça aussi au cœur de ses interventions pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut mitiger tous les problèmes, ou je dirais en tout cas toutes ces questions liées à la non-application de ces pratiques. Donc, et ça nous a permis quand même d'arriver à ces résultats. Ce n'est que quelques résultats qu'on va partager ici avec vous. En termes de naissances vivantes, en tout cas, qui ont bénéficié d'au moins 4 visites prénatales ou les soins prénataux, donc c'est le thème idéal maintenant. Nous avons 24 500, plus de 24 500 en tout cas naissances vivantes qui ont pu bénéficier en tout cas de ce suivi par rapport au nombre de CPN réglementés par l'État à suivre. C'est vrai qu'en début du projet, c'était sur les 4 CPN, mais après, avec les modifications, je pense, de la stratégie au niveau sanitaire, on est revenu à 8 contacts. Donc, mais nous avons en tout cas à peu près plus de 24 500 femmes qui ont pu faire ces consultations prénatales et qui sont arrivées à accoucher dans des bons termes. Nous avons aussi 24 200 enfants de moins de 2 ans qui ont reçu des soins nutritionnels au niveau communautaire. Nous avons plus de 42 enfants plus ou moins de 0,5 ans qui ont bénéficié de ces mêmes interventions de nutrition en termes de sensibilisation, les démonstrations culinaires, les visites à domicile, le suivi de la croissance au niveau local. Nous avons aussi les femmes enceintes qui ont reçu des interventions. Plus de, en tout cas, 37 000 femmes ont bénéficié, en tout cas, de cet appui du programme en termes d'intervention, de suivi, de proximité au niveau communautaire. Et ce dernier résultat dont je vais partager, les 6 900 séances de démonstration, c'est vraiment pour parler de l'approche des greniers nutritionnels qui a très bien fonctionné au niveau de la zone d'intervention. Aujourd'hui, ces greniers nutritionnels nous permettent en tout cas de réaliser toutes ces démonstrations culinaires au niveau local. Aujourd'hui, cet événement, je dirais que même c'est un événement aujourd'hui communautaire, dont même les hommes s'intéressent par rapport à ça, parce que ça permet déjà en termes de démonstration de voir de comment valoriser nos recettes locales. Et comme je l'ai dit, le programme s'est basé sur le potentiel local. Nous n'avons pas amené beaucoup de changements par rapport aux habitudes alimentaires, mais nous avons passé par la supplémentation, où je dirais rendre vraiment les plats traditionnels assez enrichis par rapport aux produits locaux. Donc, ces démonstrations culinaires sont conduites par des care groups. Nous avons 162 care groups qui sont repartis donc, au niveau de la zone d'intervention et qui aujourd'hui agissent au-delà de la zone d'intervention du projet. Donc, on va revenir un peu sur qu'est-ce que c'est que les care groups. Les care groups, comme je l'ai dit, ce sont des femmes qu'on a identifiées au niveau des MMD, des groupements MMD, mais on a appliqué ce qu'on appelle l'évaluation basée sur la déviance positive pour identifier les meilleures de ces femmes-là. Quand on dit déviantes positives, c'est des femmes qui ont des comportements assez satisfaisants et encourageants au niveau local, qui nous ont orientés vraiment vers le choix de ces femmes-là.
Donc, nous avons identifié au départ 108 care groups, dont nous avons formé avec 2160 femmes, donc reparties au niveau des 108 villages, et nous les avons suivis. Nous l'avons appliqué, ce que je vous ai montré plus haut, c'est l'engagement communautaire, comment les engager. Donc ici, nous avons fait un gros renforcement de capacité, surtout démonstratif, pour montrer à ces femmes-là les meilleures pratiques en nutrition et maintenant les actions à suivre pour maintenir la bonne santé au niveau des femmes en âge de procréer et les enfants de 0 à 5 ans. Donc elles étaient d'abord 2160 femmes qui étaient engagées avec les 108 care groups. Le programme a jugé utile l'année qui suivait et vu l'encadrement qui a été fait pour commencer déjà à identifier les fournisseurs locaux potentiels qui peuvent faire la mise à l'échelle. On n'a pas attendu, on est parti vers la mise à l'échelle et on a utilisé les 108 care groups comme étant nos prestataires de services pour nous mettre en place 54 autres care groups avec à peu près 1080 femmes qui étaient engagées pour pouvoir vraiment avoir notre noyau d'impact en termes de questions de prévention de la nutrition et vraiment les questions de promotion d'alimentation adéquate au niveau communautaire. Donc nous avons au total 162 care groups qui travaillent. Et aujourd'hui, parmi ces 162 groupes, nous avons plusieurs membres qui sont aujourd'hui classés comme étant des experts locaux et qui travaillent en étroite collaboration avec les services de santé et au niveau communautaire. Donc nous avons vraiment mis l'accent sur la forte capacité de gestion, de planification des activités des MMD. Et comme nous l'avons dit hier, nous avons les résultats de notre analyse JAR qui nous ont montré déjà le temps de travail des femmes au niveau communautaire qui était déjà assez chargé. Donc le programme a glissé ses activités de nutrition, de santé, en tout cas en termes de promotion et de démonstration, dans l'agenda initial de ces femmes-là, pour essayer vraiment d'aller dans le même sens et de voir comment est-ce que ces questions de complémentarité et de collaboration entre les acteurs de santé et ces femmes qui génèrent de l'argent au niveau communautaire puissent vraiment aider à booster plus ou moins, n'est-ce pas, c'est l'application de ces bonnes pratiques au niveau communautaire. Donc l'introduction des activités nutritionnelles dans le programme initial des femmes, comme je l'ai dit tantôt, nous a permis de capter deux résultats. Le premier, c'est que les femmes étaient beaucoup plus confiantes à pouvoir prendre des décisions sur l'alimentation de leurs enfants, en présence ou en l'absence du mari. Et aussi essayer de voir comment est-ce qu'il faut contrecarrer, n'est-ce pas, ces retards qui sont liés, n'est-ce pas, à la prise en charge sanitaire ou nutritionnelle de l'enfant, que ce soit au niveau des centres de santé ou que ce soit au niveau local. Et ensuite, cette intégration dans l'agenda initial a vraiment poussé le programme à aller vers comment rendre les activités de ces care groups-là, comment est-ce qu'il faut les planifier de manière autonome. Donc aujourd'hui, ces femmes, elles ont des plans d'action qu'elles ont élaborés elles-mêmes et elles organisent les activités selon leur agenda. Et c'est ce qui a permis vraiment d'avoir ces très bons résultats. On n'a rien imposé à ces femmes, nous sommes partis sur leur agenda initial pour essayer de développer toutes les activités de promotion de la santé et de la nutrition. Et c'est ça qui nous a amené à avoir cette forte mobilisation en termes de ressources internes et externes au niveau de ces groupements MMD qui ont appuyé, ou je dirais qui sont aujourd'hui la base de l'amélioration de la santé, ou je dirais même du contenu du repas des enfants et même des femmes enceintes et allaitantes et des femmes en âge de procréer en général. Aujourd'hui, nous avons 100% des care groups, les 162 que je vous ai présentés,
qui fonctionnent de manière autonome, où le programme, en tout cas, n'est pas en train de les appuyer par rapport à des supports ou à autre chose. Elles sont à 100% autonomes, elles sont en train de travailler. Et tout ça, ça a été soutenu par ce système de graduation. J'ai parlé de ça tout à l'heure, je ne vais pas revenir, mais il faut toujours aller vers la graduation parce que c'est ça qui permet d'abord l'éveil de conscience, c'est ça qui donne la confiance à ces partenaires locaux avec lesquels nous travaillons pour essayer de rendre durable tout ce qu'on est en train de faire au niveau communautaire. Donc, toujours pour les care groups, c'est un réseau de 20 femmes, pour être beaucoup plus spécifique, qui sont volontaires et qui travaillent dans la promotion, en tout cas de la santé maternelle et infantile, et la nutrition. Et à ce niveau, j'ai vraiment voulu mettre ce point pour dire qu'elles sont subdivisées en 2 sous-groupes, avec un rôle complémentaire, couvrant les 1000 jours de l'enfant par le biais d'un système de transfert. Le système de transfert se fait à partir de 6 mois de l'enfant, où les premiers groupes qui ont suivi la femme enceinte de l'état de grossesse jusqu'à l'âge de 6 mois de l'enfant. Les femmes se réunissent ensemble et font la réunion de transfert de ces enfants à partir de 6 mois aux autres femmes qui sont spécialisées dans les démonstrations culinaires, dans les visites à domicile pour s'assurer de l'alimentation, en tout cas adéquate, des enfants et surtout adaptée à l'âge de ces enfants-là. Il y a aussi, ça a permis aussi de créer ce cadre de négociation en termes d'action, de changement de comportement. Les femmes entre elles arrivent à échanger avec les nouvelles thématiques qui ont été mises au cœur de leurs activités. Elles essayent d'échanger pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer l'état de santé de nos enfants elles-mêmes, pour elles-mêmes et pour la communauté. Donc ce cadre a permis de renforcer la confiance au niveau des mères et à encourager les écarts positifs. Et cette approche est vraiment adaptée au contexte local. Pour les démonstrations culinaires, que le programme soit là ou pas, les femmes vont continuer à faire la cuisine. Donc les démonstrations culinaires sont pas venues pour, comment dirais-je, pour essayer de changer les habitudes. Non, c'est vraiment adapté au niveau local. Les visites à domicile, on le sait dans les traditions au village, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le foyer de l'autre. Ils sont assez solidaires. C'est pas comme nous en ville où on ne se voit pas. Mais les visites à domicile étaient restées aussi une stratégie d'adaptation qui a permis vraiment à ces femmes de pouvoir sillonner les ménages de ces femmes et voir comment est-ce qu'elles sont en train d'appliquer les bonnes pratiques au niveau de leur ménage. Et ensuite, les jardins potagers nutritionnels qu'on a aussi développé au niveau de ces care groups-là, qui ont permis vraiment d'améliorer, en tout cas, le contenu, ou je dirais l'aspect nutritif des repas qui sont donnés aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de 2 ans. Comme facteur de succès, je dirais qu'on a très bien fait d'introduire les activités nutritionnelles au niveau du programme initial des MMD. Et je vous ai déjà dit un peu plus haut que vraiment il y avait cette contribution assez conséquente, n'est-ce pas, de ces femmes dans l'amélioration du contenu du repas au niveau du ménage. En termes de facteurs de succès aussi, c'était cette évaluation basée sur la déviance positive qui nous a permis vraiment d'identifier ces femmes les plus assidues et les plus vaillantes en termes de poursuite des activités. Et les différentes évaluations nous ont montré qu'on ne s'est pas trompé. Et ensuite, cette organisation autonome au sein de ces care groups-là, au niveau de ces groupes de femmes, nous a permis aussi de voir comment est-ce que ces femmes travaillent de manière autonome et de pouvoir appuyer à ce niveau. Et ce qu'on a constaté était vraiment assez édifiant parce que les femmes se sont réparties les tâches de manière
à ne pas les surcharger et à aller vraiment vers la qualité des activités. On n'est pas parti sur la quantité, mais nous sommes partis sur la quantité, sur la qualité plutôt. Ce qui amène des fois, vous allez voir qu'il y a des femmes qui suivent 2, 3, 4 femmes, et ça c'est de manière autonome, c'est elles qui choisissent parce qu'elles veulent suivre de manière assez qualitative, en tout cas toutes les actions à mener au niveau de la fenêtre d'opportunité qui est devant elles pour essayer vraiment d'arriver à l'objectif visé. Et l'appartenance de quel groupe aux soins, ça j'ai déjà parlé de ça. Maintenant nous sommes sur le processus de certification. Nous avons beaucoup échangé avec les autorités étatiques. Ils nous ont dit, ne parlez pas de certification à ce moment, allons-y vers la remise des attestations. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'envisager. Donc, en tout cas, tout le processus est validé à notre niveau. Nous allons juste continuer et vraiment valoriser ces expertises locales qui restent vraiment, je dirais, une chance inouïe, pas pour le projet, mais pour la communauté et surtout pour les services de santé qui peuvent les utiliser. Et nous avons préféré avoir les collectivités comme porte d'entrée qui vont soutenir cette initiative pour que, en tout cas, ces expertises locales-là puissent appliquer leurs activités comme prévu. Et comme un facteur de succès, c'était l'engagement des hommes dans l'accompagnement. De tout temps, les hommes se sentent plus ou moins indifférents, surtout pour les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, à travers les écoles de Marie, on a aussi les plateformes JA. Ces hommes arrivent à parler et à pouvoir défendre les questions de santé sexuelle et reproductive pour le bien-être des femmes et des enfants. Donc, je vais vous parler de manière un peu brièvement des écoles de Marie. Je sais que ça intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup de demandes par rapport à ça. Nous avons jugé utile lorsque nous avons fini les questions de raffinement et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de problèmes liés au pouvoir patriarcal par rapport à la mise en œuvre de certaines activités, par rapport à l'adoption des bonnes pratiques et surtout pour les questions de planification familiale. Donc il y avait en tout cas cette perception religieuse qui reste jusque-là ancrée au niveau de la zone d'intervention. Et nous avons aussi trouvé que ces pesanteurs socioculturels, surtout pour les sociétés patriarcales que nous sommes, c'était aussi une des raisons qui a poussé le programme à engager massivement les hommes à faire partie de toutes nos activités en termes de santé et de nutrition. Parce que nous avons constaté qu'il y avait une réticence des hommes dans l'utilisation, en tout cas, des services de santé et même par rapport à l'alimentation. Et il y avait cette faible perception des risques. Pour un homme, quand une femme accouche chaque année, il n'imagine pas déjà tous les risques qui sont liés à son état sanitaire. Donc, pour lui, une femme qui accouche chaque année, c'est quelque chose de normal. Et tant que c'est faisable, il l'accepte. Donc, il y avait vraiment cette faible perception des risques au niveau des hommes qui nous ont poussé vraiment à les engager dans nos activités. Il y avait aussi l'environnement culturel et sociétal qui leur était vraiment très, très défavorable. Il y avait la persistance de tous ces tabous sur la sexualité, surtout chez les jeunes, où les jeunes ne pouvaient aller qu'en cachette pour fréquenter les centres de santé. Donc il y avait aussi cette valorisation, ou je dirais cette imposition du mariage précoce, et cette notion de grossesse nombreuse dans les foyers polygames. Et il y avait aussi toutes ces relations de pouvoir inégalitaires, en tout cas entre les jeunes, les adultes, entre les hommes et les femmes. Ce qui nous a poussés à engager et à mettre en place les 67 écoles de Marie
avec 804 hommes qui sont engagés dans les questions de santé et de nutrition. On sait qu'à Maradi, on enregistre la prévalence la plus élevée pour la malnutrition chronique et l'insuffisance podérale. Et nous avons le taux de fécondité qui est à 8,7% à Maradi, qui est nettement supérieur au taux national. Donc tout ça mis ensemble nous a poussé à dire, OK, les hommes restent primordiaux dans la conduite des activités de santé et de nutrition, sans aucune thématique qui exclut les hommes. Nous les avons tous embarqués dans cette dynamique, n'est-ce pas, pour l'intégration des activités et la prise en compte, n'est-ce pas, du pouvoir patriarcal, qui a ses effets positifs et qui a ses effets négatifs. Donc, c'est exactement là où je me suis arrêtée. Le pouvoir des hommes peut constituer un frein ou une opportunité pour l'amélioration de la santé. Donc, l'implication effective des hommes dans les activités SR, en tout cas pour la prise en compte de toutes les questions liées au genre, c'était très important qu'on fasse ça. Et pour pouvoir aussi apporter un changement de comportement à l'endroit des hommes. Donc, ce qu'on a mis vraiment en lumière, c'était d'assurer de manière efficace la collaboration entre les hommes engagés et les formations sanitaires. On a préféré loger ces 67 écoles de Marie autour des centres de santé, en tout cas qui sont aujourd'hui les modérateurs de ces écoles de Marie. C'est eux qui initient les réunions, essayer de résoudre les problèmes au niveau communautaire par la communauté en se servant vraiment de ces écoles de Marie pour pouvoir vraiment corriger certains problèmes liés à la santé et à la nutrition. Et mieux encore, le programme a utilisé ce prestige social des hommes pour un meilleur investissement local, financier et culturel. Et quand je parle de ça, je parle du règlement qui a été plus ou moins inséré dans les écoles de Marie, qui permettent à ces écoles de Marie de pouvoir soutenir les activités des care groups et de financer même certains de leurs déplacements dans des zones les plus reculées et aller régler certains problèmes liés à la santé et à la nutrition. Donc vraiment ça, c'était une approche assez transformative, n'est-ce pas, que le programme a soutenu pour essayer de pallier à tous les constats spécifiques que je vous ai déjà partagés. Donc, en termes de leçons apprises, on a appris à peu près, je dirais, 6 leçons. La première leçon, c'est que pour des activités spécifiques de santé et de nutrition, basées sur la prévention ou les actions de promotion des bonnes pratiques, il faut d'abord un environnement assez favorable. Et s'il est favorable, il faut aussi identifier quel est le moment opportun pour appliquer certaines des stratégies. Ce n'est pas n'importe quelle stratégie développée au niveau du programme qu'il faut lancer en même temps. Je pense qu'il y avait une chronologie de mise en œuvre de ces stratégies qui a permis d'avoir ces très bons résultats. Nous avons travaillé sur l'environnement pour le rendre beaucoup plus favorable parce qu'on allait attaquer des thématiques ou je dirais des thèmes assez sensibles par rapport à la santé sexuelle des jeunes, par rapport en tout cas à la santé sexuelle et reproductive de manière globale. Et sur les questions de tabous alimentaires, les habitudes alimentaires. Et nous avons dit, OK, nous allons mettre en œuvre de manière assez stratégique pour voir à quel moment est-ce qu'il faut intervenir pour que l'effet puisse être immédiatement absorbé par la communauté. Ça, c'était vraiment une des leçons apprises. Il y avait aussi la valorisation du pouvoir décisionnel des hommes sur lequel nous avons énormément travaillé et qui nous a donné vraiment ces très bons résultats. Et sur le prestige social des hommes, avec un accès facile aux formations sanitaires et leur rôle d'interface avec la communauté. Donc, j'ai parlé déjà de l'autofinancement des activités communautaires où le programme s'est carrément retiré et a laissé place à la communauté pour faire ces activités.
Donc, le caractère aussi multisectoriel de la sécurité alimentaire et de la nutrition a favorisé l'émergence de nombreuses initiatives et a rapproché les activités liées à l'agriculture, aux questions alimentaires et à la nutrition. Donc, pour les leçons apprises, on les a aussi au niveau opérationnel et au niveau de la stratégie de changement de comportement. Donc, il y avait la mise en place des structures multidisciplinaires au niveau de tous les villages d'intervention. Il y avait le développement des outils pratiques au niveau de chaque structure communautaire. Il y avait l'appartenance des membres des structures communautaires à la santé et nutrition WASH. Donc, il y avait un volontaire avec plusieurs casquettes. Il y avait le renforcement des capacités des volontaires communautaires sur le lien qui existe entre la santé, la nutrition, les questions d'hygiène et d'assainissement et la sécurité alimentaire. Il y avait la mise en relation des structures communautaires avec les formations sanitaires. Ça, c'était au niveau opérationnel. Au niveau des questions liées au changement de comportement, c'était vraiment le développement et l'interdépendance des différents thèmes de la santé et de la nutrition. C'était l'organisation des séances d'échange avec les différents acteurs qu'on a maintenus. C'était aussi la mise en évidence de la synergie et la complémentarité sur les rôles et les responsabilités attribuées à chaque structure communautaire. Et c'était l'implication et l'engagement des volontaires communautaires dans la promotion de la santé en particulier et la prévention de la malnutrition. Donc, en termes de perspective, c'est la dernière. Voilà. On doit maintenir et valoriser les initiatives locales pour garantir la meilleure appropriation. Mais comme on l'a dit hier, le programme est en train de partir. Mais il y a des mécanismes qui ont été déjà prévus par rapport à ça pour essayer vraiment de maintenir ce suivi de proximité qui va nous permettre vraiment d'assurer ce point-là. Il y a le renforcement et la poursuite de consultations communautaires, donc pour une intervention adaptée aux besoins essentiels de la santé. Aujourd'hui, les partenaires communautaires avec lesquels nous travaillons ont pris le pli par rapport à ces consultations communautaires. Il y a la reconnaissance officielle, donc des expertises locales, pour tendre vers la professionnalisation. Et ensuite, nous avons la poursuite du processus de développement de la stratégie alimentaire adapté au contexte préventif de la malnutrition à travers la production de la farine fortifiée Garignara à moindre coût et la transformation des produits locaux. Et au niveau de ce dernier point, je vais déjà annoncer que nous travaillons avec l'ONG GRET qui va aussi vous détailler un peu ce dernier point par rapport à notre stratégie, en tout cas de production de Garignara. Vous l'avez sûrement remarqué au niveau du stand, vous avez un stand de Garignara. Notre chantier est presque fini. Nous allons pouvoir produire nous-mêmes. C'est une unité qui a une capacité de 50 à 75 tonnes de production par mois. C'est l'une des plus grandes unités de production de Garignara, en tout cas dans la zone de Maradi. Donc sur ce, je vous remercie. J'ai été assez longue, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois de plus, on peut applaudir Mariam. Tu peux boire un peu d'eau, hein. Je pense que le besoin est là. Alors, ça nous amène à la fin de sa présentation. Nous avons 2 témoignages. Les témoins, est-ce qu'ils sont prêts? Hassan Idi? Donc, de ces participants au programme Amzari qui souhaiteraient faire des témoignages par rapport à l'impact des activités de Amzari sur leur vie. Je rappelle également, je pense qu'il y a eu la célébration de la journée des volontaires. Je pense que c'était le 10 novembre. Abibatou, c'était bien ça? Et je pense qu'il y a un des volontaires et relais communautaires de Amzari qui a été choisi, primé comme meilleur volontaire de l'année, si je ne me trompe, à Dosso le 10 novembre passé. Donc, OK.
Ils sont là, les témoins? Ok. Ah. Ok. Ilo, merci beaucoup. Hassan, vous pouvez prendre un autre micro, peut-être. Ok. D'accord, merci. Jama'a assalamu alaikum. Ina muku barka da asuba. Da farkon farin sunana Illo Lawali, ɗan makarantar mai gida ne da ke garin Darge. Da'irar Shadakori, barikin gidan Rinji jihar Maradi. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Illo Lawali. Je suis membre de l'école des maris du village de Dargui, dans le département de Guidarouge, commune de Shadakori. Kamin a kafa makarantar mai gida an yi fama da matsaloli da dama ta ɓangaren kiwon lahiya kamar haka. Alors, elle dit, avant l'avènement de l'école des maris du village de Dargui, la communauté a rencontré d'énormes difficultés en matière de santé. Mata suna da matsalar zuwa asibiti wurin awo, suna da matsalar zuwa asibiti wurin awon ciki, suna da yawan rurutsa. Les femmes n'étaient pas fréquentes aux consultations prénatales et le phénomène des grossesses rapprochées était très fréquent dans la communauté. Akwai yawan mace-macen ƙananan yara da yawan mace-macen mata masu juna biyu. Il y avait aussi une forte mortalité infantile, mais également une mortalité assez élevée des femmes enceintes. Sannan maza ba su kula da lahiyar iyali ta uwa da ɗa ba. Mais le constat aussi, c'est que les hommes étaient un peu insouciants quant à la santé de leur épouse. Da sauran matsaloli da dama. Il y avait aussi de nombreuses difficultés liées à la santé. Yanzu da aka zo aka kafa makarantar mai gida a shekara 2017. Alors, l'école des maris a été installée en 2017. A lokacin an ɗauki mutum 10. Il y avait 10 membres qui composaient cette école. Mutumin nan 10 kamin su fara aiki da yake an ɗauke su ne ƙalƙashin likita, suna aiki ne ƙarƙashin likita. Kamin su soma aiki sai da suka zo suka ga likitoci, suka ga major tare da sauran likitoci, aka yi taro, aka ɗauko girgam na alƙaluman likita, an ka ga wa'anda ya kamata, wa'anda suka yi ƙasa a ɗauko su a yi waye kai samansu. Alors, tous ces membres de l'école des maris étaient sous la tutelle du chef de CSI. Il dit après leur installation, une réunion a eu lieu avec les agents de santé, au cours de laquelle les principaux indicateurs de la santé ont été présentés pour que les membres de l'école des maris aient une base de travail. An ka ɗauko matsalar da ta girma za a yi tsarin aiki na wata guda a tunkare ta don a yi maganinta. Alors, pour chaque problème identifié, un plan de travail est établi sur un mois pour voir de quelle manière résoudre le problème. Kamin ma mu tunkari matsalar mu ma sai mun yi zama na musamman don mu gano menene matsalar, saboda muna ta yiwa mu bar matsalar cikin likita ko kasuwa ko daji da sauransu. Alors eux-mêmes en tant qu'école des maris, pour mieux aborder tout problème identifié, une analyse est faite sur les causes du problème. A haka muka ci gaba da aiki a shekara ta 2019 kwatsam sai ga hamzari babban magana. Alors donc ils étaient dans ce processus quand en 2019 le programme Hamzari a été installé dans la région de Maradi. Hamzari ta ga kyawun aikinmu sai ta ƙara mana mutum 30 daga mutum 10 sai mun kazan mutum 40. Alors eu égard à l'effort qu'ils ont fait et qui a été apprécié par Hamzari, le membre de leur école est passé de 10 à 30. Hamzari ta ɗauke mu ta ba mu horo, ta ba mu kayan aiki da sun ka kumshi riguna, tabarmi, littattafai da laspika don mu ci gaba da aikinmu.
Alors, le programme Hamzari nous a formés et nous a équipés de divers matériels afin que nous puissions continuer nos activités. A lokacin mun kulla halaka da uwa madubi don aikin mu shi kyau. Mu muna waye kai bangaren maza, su kuma uwa madubi suna waye kai bangaren mata. Et c'est ainsi que nous sommes mis en relation avec les care groups. Nous nous faisions de la sensibilisation sur un certain nombre de normes sociales et les femmes, quant à elles, menaient de la sensibilisation auprès des autres femmes. Akala sai ta ci gaba. Ana nan sai Hamzari ta kawo mana kaya wa'anda za mu ɗora haya mu samu kuɗi ko da yake muna cikaro mu ƙara da namu mu ci gaba da aiki. Alors, pour renforcer notre capacité opérationnelle, au-delà des moyens propres, Hamzari nous a doté d'un certain nombre d'équipements que nous mettons en location pour générer des recettes et continuer à travailler davantage. Kayan aikin nan sun hada da kujera 50, tabarma 30, banci 10. Alors, il y a des nattes, des chaises, des bancs, du matériel en tout cas à usage au niveau local. Da radio da kayan caji. Et même du matériel de sonorisation et des chargeurs solaires. Kenan sai aikin mai ƙara faɗaɗa. Cela a renforcé notre capacité de travail au niveau local. Har muna da lokacin da muna mu 10 muna ma makwautanmu kawai waye kai ba mu zuwa ko ina sai makwauta. Alors donc quand on était 10, notre champ de travail c'était essentiellement notre village, mais les choses vont évoluer. Yanzu da mun ka samu kuɗi sai muna ɗaukar uwa madubi muna haɗa da mu 'yan makarantar mai gida ana taya har kilo 15 daga likita. Alors avec les recettes générées par la location de notre matériel, nous faisons des missions conjointes avec les membres de Care Group et nous allons dans les villages environnants, souvent jusqu'à 15 km, pour diffuser les mêmes messages du programme Hamzari. Mahi yawancin aikin mu ya halaka ne akan waye kai akan awon ciki, awon yara, sa sarari tsakanin haihuwa da haihuwa. Alors les principaux thèmes que nous abordons, c'est l'importance des consultations prénatales, c'est l'importance des consultations des nourrissons, mais également l'importance de mettre un espace entre deux grossesses. Yanzu da Hamzari muka samu tallayen Hamzari sai muka faɗaɗa aikinmu zuwa tsabtar ruwa, wanke hannuwa, shara gari, sharar likita da wurin taruwar jama'a. Alors, avec l'appui de Hamzari, nous abordons les questions d'hygiène et d'assainissement, la propreté, la qualité de l'eau et globalement la salubrité publique. Hallau likitocinmu sun ɗauki gidaje haya cikin gari, in aka kai ɗan malati da dare dole sai ka yi tafiya mai nisa ka taho da likita. Sai muka yi tunani muka zo muka gina musu gida cikin likita, muka musu ɗakuna, muka musu salangu don a samu a ci gaba. Alors, nous avons aussi remarqué que les agents de santé qui servent à Dergué habitent dans la communauté, donc loin des formations sanitaires, ce qui fait que la nuit, c'est très difficile de pouvoir les faire venir au centre de santé. Et donc, pour régler ce problème, nous avons construit nous-mêmes des logements aux agents de santé. Nous avons même aménagé un jardin potager dans les maisons que nous avons construites. Et ainsi, nos agents de santé habitent au niveau du CSI, ce qui facilite leur accès par les malades, quel que soit l'heure. Hallau Hamzari ta zo ta ɗauke mu ta jarraba mu don gane su wane ƙwararru a cikinmu. Alors, le programme Hamzari nous a soumis aussi à une évaluation pour voir parmi nous quels sont ceux qui sont les plus performants. Dangance da wannan ne nake kira ga magabatanmu da su ɗauki wannan takarda da za a ba mu, da za a ba wasu daga cikinmu su ɗauke ta da muhimmanci su sa mata albarka ta zan wata ƙaramin diploma gare mu wanda za a ba mu damar ci gaba da aiki har mutuwa har ɗayan. Alors, c'est pour cela que nous sollicitons de la hiérarchie des autorités que l'attestation de participation ou le certificat qui va nous être délivré par le programme Hamzari soit considéré, soit pris en compte, soit valorisé pour que notre travail nous amène assez loin, que nous nous épanouissons dans le cadre de ce que nous faisons. Yanzu da muka yi raskona na ci gaba sai muka gani an samu raguwar mutuwar ƙananan yara, an samu raguwar mutuwar mata masu juna biyu, tattalin arzikin karkararmu ya bunƙasa. Alors, les constats actuellement, c'est que la mortalité maternelle a diminué. La mortalité infantile également a diminué dans la communauté, mais les actions de lutte contre la pauvreté ont aussi commencé à porter des fruits.
An samu ci gaba ba a rasa 'yan matsaloli to alhamdulillahi mun kware akan daidaita matsalolinmu ba sai mun kai kukanmu wani wuri ba. Alors, il y a eu des progrès, mais il y a quand même quelques difficultés. Mais il dit cependant, nous prenons des dispositions pour gérer nous-mêmes nos difficultés. Kuma mun dau alƙawari za mu rike wannan aiki insha Allah har bayan rayuwarmu. Nous nous sommes aussi engagés à poursuivre ce travail même après la fin du programme Hamzari. En tout cas, tant que nous serons parmi les vivants. Mun gode muku, mun gode mu Hamzari. Nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup Ilo, merci beaucoup Hassan. Je pense qu'à cause de l'impératif du temps, on va arrêter les témoignages ici et donner la parole à l'Assemblée pour les questions et les commentaires par rapport à ça. Donc, je voudrais commencer par la droite. S'il y a des questions ou des commentaires, donc je fais une liste et ensuite on va aller par la gauche. Oui. Ok, développement local. Ok. ANVD. Santé. Ok. Oui. C'est quelle structure, s'il vous plaît? DRSP, ok. Ok. Oh, ok. Sugu Yiriwa. SNV, ok. Et le MIHR, ok. Ok, est-ce que, Yaouza, tu peux m'aider avec le micro, s'il vous plaît? On commence par là et on va continuer. Ok, merci. Ok, merci. Merci pour les témoignages. Merci pour Mariam qui a fait une présentation assez éloquente. Dans tous les cas, c'est un programme que nous avons suivi sur le terrain. Et hier, je ne sais pas si vous avez saisi l'intervention de Habiba, qui disait qu'il faut aller voir concrètement sur le terrain pour se convaincre par rapport au progrès, en tout cas pour ce qui concerne le relais communautaire. Effectivement, nous avons été sur le terrain et vraiment c'est plus touchant quand on fait le terrain. Tout ce qui a été dit là, peut-être si on était sur le terrain, on allait beaucoup mieux apprécier le progrès de ce programme-là. Là, par rapport j'ai constaté au-delà de Hamzari, effectivement, il y a un partenaire qui est en train de faire pratiquement la même chose, notamment PAM, le programme alimentaire mondial, là, à travers un certain nombre de partenaires de mise en œuvre, dont AREN, et ils développent la même stratégie. Maintenant, je ne sais pas, la question, est-ce qu'il y a un mécanisme de rencontre entre Ker Hamzari et PAM pour pouvoir vraiment mieux, effectivement, aller dans le sens de ce progrès-là, qui est déjà accompli au niveau de Hamzari. Parce que pour le PAM, c'est maintenant que je constate qu'ils sont en train de faire pratiquement la même chose. Ils utilisent les mêmes stratégies, les mêmes partenaires de mise en œuvre pour créer ce transfert de compétences-là. Parce que pour Hamzari, je pense que c'est un acquis déjà. Est-ce qu'il y a un mécanisme de rencontre? L'autre aspect, effectivement, c'est surtout du côté de l'État. Effectivement, les relais communautaires font du bon boulot sur le terrain. Mais l'insuffisance, c'est que quel qu'en soit leur effort, quand on constate au niveau des formations sanitaires, le cadre féminin fait défaut. Je pense que ça vaut la peine que l'État, effectivement, accompagne à travers l'affectation du cadre féminin au niveau des centres de santé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette thématique-là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. L'ANVD. Merci beaucoup, Mariama, pour la présentation. Et
Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur... je n'ai pas de questions, hein, c'est des commentaires et des recommandations. Je voulais préciser que le processus du programme Hamzari a bien suivi la question de mise en place des actions au niveau communautaire. Parce que si on prend les actions dans le cadre de la pérennisation, on va remarquer que la gradation des activités suit un processus normal de capitalisation. Et ainsi, ce qui m'amène à la pérennisation des activités. Hier, j'avais parlé de ça. Je voudrais insister sur la question de pérennisation parce que c'est ça qui nous amène au développement. Donc, en premier lieu, c'est par rapport au processus même de sélection de ces structures communautaires. Je pense que pour pérenniser les actions, il faut insister sur la question de sélection. Je pense que ça a été fait. Ces gens-là ont été choisis par la communauté et la communauté les a acceptés comme des leaders. La question de motivation intervient, c'est de deux formes. La motivation financière et la motivation non financière. Je vais insister sur cette partie par rapport à l'installation. Ces plateformes-là ont été installées officiellement. Il y a la question de reconnaissance qui va subvenir pour l'appropriation de ces plateformes par les collectivités. Donc, du coup, il faudrait que les collectivités, les mairies, aient vraiment une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces structures au niveau communautaire. D'où la question de répertoire de ces gens-là au niveau de la commune pour que chaque collectivité ait un outil de travail. À part Hamzari, quel que soit le partenaire qui va intervenir dans ces villages, si ces collectivités avaient ces répertoires, ils ont vraiment un outil qui va permettre, qui va orienter les partenaires sur ces gens-là, bâtir sur ce qui existe déjà. Et l'une des motivations, c'est l'organisation des actions basées, des actions solidaires en faveur de ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'ils mènent des activités génératrices de revenus. Je pense que c'est des choses que les comités villageois de développement doivent être aussi informés de ça. Et au niveau du ministère de la Santé, à un moment, ça a été question sur la table de faciliter l'accès aux soins de ces structures. Et la question d'organisation de la journée, tu l'avais déjà dit, Al-Hussein, l'instauration d'un prix d'un meilleur relais au niveau communautaire. C'est vrai qu'à l'occasion de la journée des relais communautaires, chaque année, il y a des relais qui sont primés, mais je pense pour plus valoriser ces actions, les communes aussi doivent penser à organiser et à instaurer des prix de meilleur relais pour valoriser les actions. En dernière position par rapport aux perspectives, et j'aurais voulu que dans les perspectives de voir la question de suivi, c'est très important. Même si la personne est performante, le suivi c'est quand même le leitmotiv de toute activité. Merci. Ok, merci. Juste à côté de lui, la santé. Ensuite, des respects. Ok, donc bonjour à tous. Je suis docteur Maman Oumarou. Je suis responsable du CSI Guidan Sori. Donc je suis là pour représenter le médecin-chef du district sanitaire de Guidarumji. Je remercie tout d'abord Mariam pour sa brillante présentation, vraiment très claire. Et moi, je me suis retrouvé parce qu'ils l'ont dit, il faut être sur le terrain pour comprendre ce travail-là. Moi, je suis un acteur du terrain, je suis un responsable du CSI et tout ce que ces écoles de Marie, ces Mamans Lumière sont en train de faire, c'est en étroite collaboration avec les centres de santé. J'aimerais un peu expliquer comment ça se passe réellement au niveau du terrain par rapport aux Mamans Lumière. Ils l'ont dit, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui suit les femmes enceintes pour les suivis prénataux et un groupe qui va prendre les enfants à partir de 6 mois. Donc nous, CSI, chaque fin du mois, ces femmes-là partent vers nous. Qu'est-ce que vous avez comme difficulté pour ce mois? Si c'est par rapport au SPN, nous allons leur dire que nous avons un faible taux de consultation prénatale. Et là, nous allons leur donner les arguments pour aller faire des sensibilisations.
les CPN, maintenant, ce n'est plus 4 contacts, elle l'a dit, c'est 8 contacts. Pour avoir les 8 contacts, il faut que les femmes partent très tôt au niveau des centres de santé. Et comment faire? Donc nous avons convenu avec ces mamans lumière pour les expliquer la nécessité de dépister très tôt les grossesses. Si on arrive à dépister très tôt les grossesses au niveau de la communauté, ces mamans lumière les orientent au niveau des CSI pour que dès le premier, deuxième mois, ces femmes commencent leur consultation prénatale. Et avec ça, on peut arriver à avoir 6, 7, voire 8 consultations prénatales avant l'accouchement. Donc c'est un des efforts qu'elles sont en train de faire. Au-delà de leur travail de Maman Lumière, nous les utilisons ensuite dans les activités de masse. C'est-à-dire s'il y a une campagne, par exemple, de JNV, s'il y a une campagne de distribution des AQSP, nous les mettons en contribution pour qu'elles puissent faire des sensibilisations. Quand j'étais arrivé au niveau du CSI, la première campagne de distribution des AQSP, c'est-à-dire la prévention du paludisme, une de mes équipes d'un village qui s'appelle Kodorogo est revenue le soir parce que c'est une campagne qui est couplée au dépistage de la malnutrition. Ils sont revenus et toute la journée, ils n'ont pas pu avoir un enfant malnutri. Mais je les ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et ils m'ont dit que dans ce village-là, il y a un groupe qu'on appelle Maman Lumière qui font des démonstrations culinaires. Et voilà la raison pour laquelle on n'a pas pu avoir un enfant malnutri dans ce village. Et c'est réel. Les indicateurs sont là. Pendant les campagnes, tous les villages où on a ces groupes phares, où on fait des démonstrations culinaires, il n'y a pas des enfants malnutris. Il n'y en a pas. Et moi, maintenant, vraiment, j'ai plus confiance à cette stratégie communautaire que la distribution du PPN au niveau des CSI. Vraiment, ça marche. Merci. Maintenant, par rapport aux autres villages, parce qu'on a à peu près 13 villages sur les 40 et quelques qui ont des groupes phares, et j'ai discuté avec le groupe du Guidansori, le village site du CSI. Et j'ai discuté avec eux pour voir dans quelles conditions elles peuvent aller faire des démonstrations culinaires pour des femmes qui viennent des autres villages, qui amènent leurs enfants malades au niveau du CSI, pour qu'on puisse aussi atteindre les autres villages qui n'ont pas ces groupes-là. Et là, elles ont déjà commencé. Chaque lundi, ces femmes-là partent avec leurs intrants, leur bois pour le feu, et elles font des démonstrations, et elles partagent le repas aux enfants malades qu'on a amenés au niveau du CSI. Ces femmes-là, tous les intrants, c'est avec leurs propres moyens, pour le moment. C'est elles qui font, maintenant la période des récoltes, là, elles font la collecte. Pour les condiments, elles font des cotisations de 25, 50 francs, 100 francs pour les condiments qu'elles vont mettre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je les ai encouragés. Et la dernière fois, je les ai dit, pendant la période des récoltes, allez vers les responsables des services techniques, allez vers les chefs de canton, allez vers les mairies pour avoir plus des intrants qui peuvent couvrir toute l'année. Je ne sais pas s'ils sont partis. En tout cas, moi, je les ai dit que ma contribution est déjà garantie. Ça, je les ai promis. Merci beaucoup. Au-delà de ça, nous les avons mis en lien avec les écoles de Marie. C'est-à-dire, elles n'ont pas les moyens, mais les écoles de Marie ont été dotées de matériel qu'ils peuvent mettre à location pour avoir des sous. Maintenant, quand les mamans lumière veulent aller dans un village où il n'y a pas de mamans lumière pour faire des sensibilisations, les écoles de Marie vont leur donner du carburant. C'est-à-dire, on va prendre des motos, on va mettre des carburants pour amener les mamans lumière, faire des sensibilisations dans les villages où il n'y a pas de mamans lumière. Autre chose, on les a mis en contribution lors des réunions trimestrielles que Hamjari organise avec les relais DVC. Les relais DVC, c'est des relais qui font de la planification familiale au niveau communautaire. Il se peut que dans un village qu'il y ait des mamans lumière, elles font des sensibilisations en faveur de la planification familiale. Les femmes acceptent, mais elles ne peuvent pas offrir. Et le CSI est loin. Donc s'il y a un relais DVC à côté, ces mamans lumière-là s'entendent avec le relais DVC, ils prennent un rendez-vous, ils viennent au niveau du village et ils font l'offre de la planification familiale. Ok. Dans les structures communautaires, je crois qu'ils ont oublié un groupe, c'est les noyaux communautaires. Il y a des noyaux communautaires qui ont été mis en place, je ne sais pas, il dit,
Le noyau communautaire, on n'a pas parlé de ça. Moi, dans mon aire de santé, on a mis en place 10 noyaux communautaires. Après, ils ont été formés à Guidarumji, ils sont revenus. On leur a demandé de faire un plan d'action. Et qu'on va passer pour vérifier leur plan d'action. Mais jusqu'à présent, je crois que ça n'a pas été fait. Je ne sais pas le devenir, c'est une question que je pose, le devenir de ces noyaux communautaires-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci bien pour ces témoignages. Des respects? Des respects, oui. Salam alaikum. Moi, je me présente d'abord, je m'appelle Bala Harouna. Je suis vraiment un cadre de la nutrition au niveau de la DRSP et je suis dans cette salle au nom du directeur régional de la santé publique, de la population et des experts sociaux. Moi, c'est vraiment un témoignage parce que moi-même je suis un témoin au niveau de Guidarumji parce que j'étais point focal nutrition dans ce district de Guidarumji avant d'aller maintenant au niveau de la région. Donc, les témoignages que je vais faire ici, c'est vraiment un témoignage de satisfaction totale. Parce que je suis un témoin oculo, en même temps auditif. Najinagani. Donc, le travail de Hamzari, c'est vraiment un travail exceptionnel. Si vous avez constaté les différents témoignages que les différents groupes ont eu à faire, c'est vraiment des témoignages ordonnés. Ordonnés, vraiment qui est très bien suivi. Donc, honnêtement parlant, j'ai suivi plusieurs missions vraiment pour aller suivre ces plateformes vraiment communautaires. Mais je vous avoue, le travail que ces bonnes dames et ces hommes sont en train de faire sur le terrain, c'était exceptionnel. Parce que moi, j'ai dit, ça là, c'est même des agents de santé que Hamzali a formés et non des agents communautaires. Parce que quand il te parle vraiment d'une activité vraiment de prévention de la santé, c'est autre chose. Moi, j'étais vraiment émerveillé. Ça a vraiment, alhamdulillah, au niveau de Guidarumji, on avait 34 CSI. Au niveau de Guidarumji, on avait 34 CSI. C'est-à-dire le centre de santé. Les micros, s'il vous plaît. Le micro. Voilà. Et on a 34 centres de santé intégrés. Mais ces 34 centres de santé intégrés, je vous dis, dans les 3 communes de Guidarumji, en dehors de ces agents de santé, ça veut dire qu'on a encore d'autres vraiment expertises qui est là, qui peuvent très faire bien le travail. Donc, par rapport à ça, je vous dis, j'avoue que Hamzari est en train de faire un travail exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Avant-hier, on était sorti d'un forum sur la maternité, sur la mortalité infantile et mortalité maternelle et périnatale. Mais je vous dis qu'en unanimité dans la salle, les gens ont posé leur jalon qu'il faut nécessairement les différentes plateformes que Hamzari avait mis en place à Guidarumji pour vraiment aller en avant par rapport à ce fléau qui nous dérange. Ça vraiment, alhamdulillah, Hamzari, vous êtes exceptionnel. Et partout où nous partons par rapport à vraiment à cette situation de plateforme communautaire, nous, on va vraiment aller avec notre cœur vraiment bien armé. Parce que nous avons quelque chose à vendre, même au-delà du Niger. Vraiment, merci. Merci bien. OK. Merci beaucoup. Youssoufane, il y a un micro à côté de vous, juste. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord remercier Mariam Dodo pour sa présentation. Et
Excusez-moi de m'être inscrit sur la liste un peu en retard, mais je pense qu'il est important de pouvoir réagir sur certaines actions. Tout d'abord, sur la présentation, je pense que la présentation a été quand même assez exhaustive et c'est pourquoi je remercie la présentatrice. Mais je voudrais aussi revenir sur certains aspects au niveau des résultats. J'ai peut-être pris la présentation en cours, mais on a noté un passage extrêmement intéressant de l'approche multisectorielle de la nutrition et des actions de nutrition mises en œuvre. Pas seulement des actions de nutrition spécifiques, mais aussi liées à l'agriculture, liées au WASH, liées à la jeunesse, au genre. Ce qui a manqué, à mon avis, c'est au niveau des résultats, où on a beaucoup plus présenté des résultats des interventions de nutrition spécifique. Et je voudrais savoir s'il y a des cas d'exemple de comment est-ce que la nutrition a été impliquée, a été intégrée dans les autres domaines de l'agriculture, la protection sociale, si ça s'applique, du genre et autres. Et comment est-ce que cet ensemble a travaillé, n'est-ce pas, avec des résultats probants vers l'atteinte d'un objectif commun. Cela dit, je voudrais remercier aussi les intervenants. Je pense que c'est des interventions extrêmement importantes qui relatent les résultats avec des témoignages assez forts, mais aussi des recommandations assez importantes, notamment sur le travail avec les communes. Je pense qu'il est extrêmement important de travailler avec les communes pour particulièrement la partie sustainability, donc la partie pérennisation. Ça devrait être le cas, bien sûr, dès le début, mais encore plus pour la partie pérennisation. Et j'ose espérer que ces recommandations seront prises en compte. Je voudrais remercier le médecin de Guidansori, n'est-ce pas, qui a partagé avec nous des exemples précis de comment est-ce que le travail a été fait sur le terrain. Comment est-ce que les femmes relais ont travaillé avec les communautés pour accroître, par exemple, le nombre de consultations prénatales. Alors, quand on parle de capitalisation, il est bien d'insister sur les résultats atteints. Il est encore préférable de revenir sur comment on a atteint ces résultats-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, oui, on a eu des résultats que nous avons vus d'ailleurs dans les rapports, mais comment est-ce que nous avons eu ces résultats-là? Je suis bien content que le médecin soit revenu sur ça, parce que je me posais cette question. Oui, consultation prénatale, dans le contexte du Niger, tous ceux qui ont travaillé dans ce contexte savent comment c'est difficile, n'est-ce pas, pour une femme en milieu rural de venir déclarer sa grossesse dans les premières semaines. Ça a été une bataille et ça continue à l'être pour le ministère de la Santé. Alors, si Hamzali a réussi sur ce coup, il est extrêmement important que Hamzali nous explique, n'est-ce pas, la technique mise en place et les moyens mis en place sur le terrain pour dépasser ces difficultés et arriver aux résultats qu'on nous a présentés aujourd'hui. Au-delà de cet exemple précis, je pense que ça s'applique à tous les autres résultats. Le comment, à chaque fois, le comment. Et c'est cela qui va nous permettre d'améliorer nos activités de résilience prochaines. Et pour finir, je voudrais encore revenir sur la présentation de Mariam pour aussi demander de réfléchir sur les difficultés. On a vu les succès, mais bien souvent, c'est les difficultés qui posent problème. Et j'en suis sûr que des difficultés, il y en a eu. Alors, quelles sont ces difficultés-là et comment est-ce qu'on a pu résoudre ces difficultés? Un exemple, c'est la création d'un environnement favorable. Et la présentatrice avait dit que pour entreprendre des actions de nutrition, il est important de s'assurer qu'il y a un environnement favorable. Alors, comment est-ce que Hamzali a créé cet environnement favorable et quelles étaient d'abord les difficultés posées par
le manque d'environnement favorable et comment est-ce que ça a été résolu. Et cela s'applique aussi à toutes les autres thématiques. Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain et comment est-ce qu'on les a dépassées. Et je pense que c'est cette histoire qui va permettre à d'autres acteurs, n'est-ce pas, de pouvoir dire oui, il y a eu telle situation de par le passé ou dans une autre région et voici comment ça a été solutionné et à notre tour, nous allons la capitaliser et l'adapter à notre profit. Merci. Ok, merci beaucoup, Youssoufane. Sougou Yiriwa. Kadiatou, non, elle est devant. Ensuite, on va aller. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kadiatoussi, je viens du Mali et je m'occupe de la communication d'un projet similaire à Hamzari au Mali qui s'appelle Feed the Future Souiroa dans la zone du Delta. Donc je voudrais déjà commencer par remercier l'intervenante, Madame Mariama, pour la qualité de sa présentation. J'ai trouvé qu'il y avait des aspects très factuels, sachant que je pense que la lutte contre la malnutrition est quelque chose de peu factuel. On est vraiment sur des résultats où on va travailler sur le changement de comportement, sur des aspects qui ne sont pas très faciles à capter. Donc j'ai vraiment aimé l'approche et la présentation. Cependant, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'attendais un peu les perspectives liées à la durabilité. Et je pense que ça aurait été utile de voir en termes de durabilité quelles sont les perspectives. Et cela me permet aussi d'enchaîner avec le prochain point. J'ai vu qu'il y avait une unité de production qui était en train d'être accompagnée par Hamzari, il me semble, dans le cadre de la mise à l'échelle, dans le cadre du développement des activités. Et j'aurais aimé savoir pour cette unité, quelles sont un peu les perspectives que vous faites. Parce que je pense que cette unité peut être capitale dans le cadre de la durabilité. Si on arrive à les mettre à l'échelle, à leur donner une passerelle pour certifier leurs produits, parce que clairement, une unité de production qui peut autant produire, qui est certifiée, ça peut leur permettre de vendre à l'étranger, d'acquérir des marchés institutionnels qui peuvent leur permettre de booster leur production, de booster la durabilité aussi de leurs organisations. Donc concrètement, pour cette unité spécifique que Hamzari est en train de mettre à l'échelle, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de la certification de leurs produits? Est-ce que ce processus-là a commencé? Pas encore. Quelles sont les difficultés si le processus a commencé? Si le processus n'a pas encore commencé, quelles sont un peu les différentes stratégies que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir dupliquer tout ça? Parce que je pense qu'en termes de durabilité, ça va vraiment aider que leurs produits soient reconnus, qu'ils puissent vendre aux PAM, par exemple, qui achètent beaucoup de produits liés à la lutte contre la malnutrition. Donc, globalement, c'est un peu ça. Si vous pouviez intervenir sur ces aspects-là pour nous donner plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Merci bien. SNV. Ok, merci. Je m'appelle Bachir Issa. Ok. Je m'appelle Bachir Issa, je représente SNV. Je voudrais joindre ma voix à celle des autres collègues pour remercier Madame Mariama, en tout cas pour cette présentation. Je voudrais juste poser quelques questions. La première, parce que c'est là où ma collègue, celle qui est devant moi, vient de s'arrêter, la question de certification. Parce que j'ai remarqué que dans le travail abattu par le projet, il y a des fournisseurs qui ont été certifiés. Je voudrais savoir quel est le but de cette certification. Ma deuxième question, c'est par rapport au taux de la malnutrition de Maradi. Parce que le taux qui a été partagé ici avec nous est 61,7%. Parce que je voudrais savoir, actuellement, dans la zone d'intervention du projet, quel est le niveau actuel. Donc, grâce à l'intervention du projet, nous sommes à quel niveau? La dernière question, c'est par rapport à la... Parce que nous sommes nous-mêmes, même au niveau de SNV, au niveau de mon programme Pro-Aride, on est en train de travailler pour mettre en place le FARN, les COSAN, les moments lumière. Parce que je voudrais savoir, au niveau des Hamzari, en tout cas, qui nous a beaucoup dévancé, quelles sont les stratégies qui sont développées pour assurer la pérennité de ces structures-là. Je m'explique parce que je sais que c'est des structures composées des hommes et des femmes. Nous sommes appelés à vieillir. Nous sommes appelés, pour d'autres raisons, à quitter le groupe. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour que les jeunes puissent nous remplacer au niveau de ces structures? C'est juste ces trois questions. Ok, merci beaucoup. Je voudrais
annoncer qu'on a une autre présentation sur l'unité de production juste après la reprise de la pause. Donc, on va enregistrer les questions. On va à 11h pile, on va aller à la pause. Si on revient, Mariam va répondre et on va passer à l'autre présentation. On a des impératifs de temps. Oui. MIHR. Et le chef de canton, on va clôturer. On observe la pause et si on revient, on va répondre et enchaîner avec la présentation de l'unité de production où certaines questions vont voir leur... Oui, on va faire ça à la reprise, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, moi, je suis Madame Edwige Bois. Je représente le projet Momentum Integrated Health Resilience. Voilà, donc USAID. C'est un projet qui est financé aussi par USAID. Je tiens à remercier vraiment la présentatrice pour cet exposé, des résultats qui sont vraiment impressionnants, et aussi pour le témoignage des participants. Alors, ma première question a été un peu abordée par un de mes prédécesseurs par rapport à la durabilité, en fait, puisque j'ai noté quelque part qu'il y avait une reconnaissance financière qui avait été octroyée ou un accompagnement financier pour les groupes de soins et les écoles des maris. Donc, à la fin de ce programme, qu'est-ce qui sera, comment ces groupes vont continuer le fonctionnement, comment ils vont assurer le fonctionnement continuel, donc par rapport à la durabilité. Le deuxième point, ça concerne aussi le processus de graduation. Nous savons qu'au niveau communautaire, lorsqu'il y a un groupe et qu'il y a une ou deux personnes qui sont sélectionnées pour la certification, ça peut amener certaines frustrations donc, au sein du groupe. Donc, comment a été le processus, comment ce processus a été mené et comment ce choix des femmes à certifier a été fait et comment ça a été accepté aussi au niveau par les autres pairs. Donc, j'ai une autre question par rapport à l'agriculture sensible à la nutrition, donc notamment les jardins de cases que vous avez mis en place. Donc, je voudrais savoir comment se fait aussi la fourniture des intrants pour ces jardins de cases. Donc, et aussi l'accompagnement donc, de la mise en place de ces jardins de cases. Comment est-ce que tout ça, ça a été? Je suis restée un peu sur ma faim par rapport à cette thématique. Ok. Donc, merci. Merci beaucoup. Le chef de canton, et on va clôturer là. Hein? Ah, désolé, le représentant du sultan de Kassina. Oui. Ah, ok. Ok. Désolé. Merci, madame, monsieur, bonjour. Bon, je voudrais intervenir sur la malnutrition. Une étude démographique de la direction régionale de l'INES de Maradi a révélé qu'en 85,6% des enfants âgés de 0 à 5 ans dans le département de Madaroufa sont malnutris dépistés. Ça, c'est une étude. Alors, j'aurais souhaité voir quand même. 2017, le Hamza a commencé en 2018. On est en 2024. Ça finit alors, j'aurais souhaité quand même quel est le pourcentage d'enfants malnutris en 2020 ou en 2024. Parce que là, ça va donner vraiment, comment dire, renforcer tout ce qui a été dit par rapport aux résultats quantitatifs. Bien. La deuxième question, c'est, je crois que j'étais venu un peu en retard. Est-ce qu'on a parlé des espaces sûrs? Espaces sûrs. On a évoqué quoi? Les espaces sûrs. Oui, Amzari fait oui. Ah, ça évoqué quoi? Alors voilà, dans le document, j'ai vu une adolescente, Wassila, qui a une information de 9 mois. Et parce que justement, la mentor et la chargée d'alphabétisation ont abandonné le poste, elle a été récupérée à Hamzari pour devenir mentor. Ah, moi, ça me surprend parce que les espaces sûrs, c'est-à-dire le programme ILMI, est une initiative de l'UNFPA, n'est-ce pas? Et qui appuie, techniquement et financièrement les régions, mais ces espaces sûrs sont gérés par les directions régionales de la profession et la promotion de la femme. Alors, je suis surpris parce qu'une mentor de l'FPA doit avoir 25 ans. 25 ans, ouais. Et puis elle doit avoir un diplôme du BPC
ou du même équivalent. Et je me suis demandé comment cette adolescente, c'est vraiment un génie, et a pu être devenu mentor jusqu'à sensibiliser et former d'autres mentors. Vraiment, ça me surprend. Mais si elle était vraiment, je suis surpris et j'estime que vraiment c'est formidable. Et en troisième position, maintenant, de tout ce qu'on a dit, le programme nous a dit, par rapport à tous les domaines qu'ils ont évoqués, c'est des défis qui se posent en termes de droits et de devoirs. Mais nulle part dans le document, on n'a pas senti simplement de droits et de devoirs. Parce que s'il y a malnutrition, c'est que quelque part, un droit n'a pas été accompli, ou bien un devoir, quelqu'un n'a pas accompli son devoir. Vraiment, tout c'est pas important. Parce que s'il y a une malnutrition d'une femme ou bien d'un enfant, c'est le droit de l'enfant, de la femme, mais c'est le devoir du mari. Est-ce que vous voyez? Vraiment, ça a été, peut-être les droits et devoirs ont été peut-être abordés de manière implicite. Et je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Et nous savons l'intérêt que vous avez. Effectivement, on a commencé la journée un peu tôt. Comme la pause est déjà prête, je pense qu'on a encore eu d'autres présentations sur la même composante. Si on revient de la pause, on a 30 minutes. On va continuer jusqu'à midi et ensuite on va commencer la présentation de P2. Je voudrais demander cette indulgence-là à l'Assemblée pour qu'on puisse observer la pause et ensuite on va revenir continuer. Mariam va répondre aux questions et on va prendre l'autre rangée pour la question. La pause est dehors et comme hier on l'a fait, on a réservé une salle pour nos autorités et les autorités traditionnelles. On va vous diriger vers là-bas et c'est à l'étage vers la salle de prière où vous avez prié hier. Donc on va vous diriger vers là-bas. Merci.